Yes, le plan de match cette semaine. Écoute, j'avais hâte quand tu m'as parlé de ta chronique, Marc-Antoine. J'avais hâte qu'on se reparle, justement. Tu es ici cette semaine pour nous présenter, dans le fond, un peu. Tu vas nous faire voyager là, dans l'histoire du hockey, suivre un peu le timeline et comment le jeu s'est ajusté pour ressembler au hockey qu'on voit aujourd'hui, en fait. Oui, ben c'est ça. Moi, je suis un maniaque d'histoire, puis c'est pas rare qu'on fait l'histoire de l'histoire, on fait l'histoire du sport. Bon, moi, j'étais intéressé à l'histoire du hockey, puis là, j'avais un gros besoin là, de consommer du hockey, mais malheureusement, je me vois pas regarder les vieux matchs nécessairement. Je me suis dit, je vais lire des livres sur le hockey. Puis là, je me suis amusé à voir que, selon les dires des gens, le hockey a tellement évolué, puis je m'en suis rendu compte grâce au livre de Scotty Bowman, écrit par Ken Dryden, où il explique là, comment le hockey a évolué, puis comment lui, il l'a vu comme petit garçon. Là. Écoute, il regardait des matchs des années 40, 50, et il est encore en vie aujourd'hui. Il expliquait comment ça l'a changé. Et là, avec tous les autres livres, ça m'a permis de faire peut-être la somme, puis de m'amuser avec vous à faire le chemin. Là. Ben, on se lance directement. Je sais que tu avais présenté, tu avais un petit tableau pour nous autres, donc on va commencer justement. Parle-nous des premières années, là, donc de 1875 à 1910, disons, là, pour commencer. Ouais, là, moi, j'ai fait ça, c'était pas dans le livre de Scotty Bowman, mais je me suis amusé à dire, 1875, c'est le premier match enregistré. Donc, évidemment, c'était pas sur une patinoire intérieure, c'est une patinoire extérieure et c'était 9 contre 9. Donc, évidemment, les positions n'étaient pas tout à fait définies. C'est un sport un peu hybride entre plusieurs règlements, dont le rugby, entre autres, parce qu'il n'y a pas de passe vers l'avant au niveau du rugby. Donc, ça, c'est une des choses qui a été amenée au hockey. Ensuite, j'ai ramassé parce que sinon, je voulais que ça reste digeste. Là. Donc, 1875 à 1910, les règlements, c'est ça, voilà, varient selon les ligues. Donc, il y a plusieurs ligues, là, pas des ligues comme la Ligue nationale de hockey, mais des petites ligues de quartier. Puis bon, les joueurs sont évidemment pas payés. Là, c'est vraiment comme un divertissement. Mais ce qui demeure, c'est vraiment un gardien, 2 défenseurs, 3 attaquants et ce qu'on appelle un rover. Donc, un rover, à l'époque, c'était ce qui ressemblerait le plus probablement à, je dirais peut-être le milieu de terrain ou le maraudeur au football, par exemple. Donc, vraiment quelqu'un qui assure un peu la transition entre l'attaque et la défense. Ouais, en fait, c'est peut-être la position qui est décloisonnée. Tu sais, l'ailier droit est à droite, le centre est au centre. Bon, puis le rover, il se promène. Donc, j'aurais été quand même curieux de voir ça ressemble à quoi, mine de rien. Exactement. Donc, il y a la fondation de l'ANH. Donc, ça, c'est l'ancêtre de la Ligue nationale. Fun fact, c'était quand même la Coupe Stanley à cette époque-là. Okay. Donc, la décision de la fondation est en 1909 et la Ligue devient active, effective à partir de 1910. Donc là, on est à 7 patineurs. Ensuite, 1910 à 1911, on élimine le rover et là, on connaît vraiment le hockey comme on le voit aujourd'hui. Sauf que c'est encore une fois du hockey très cloisonné. Et je me suis amusé à faire, en faisant mes recherches, je me suis amusé à voir que la première équipe, peut-être pas la première équipe, mais la première ville entre Montréal et Québec à remporter la Coupe Stanley, c'était les Bulldogs de Québec. Ça va faire du bien aux gens de Québec qui nous écoutent, c'est sûr et certain. Un back-to-back, exact, avec des prêtres dans les photos d'équipe, etc. C'est quand même très fascinant à voir ça. Puis c'est aussi fascinant parce que c'est Joe Malone qui est la grosse vedette et qui ensuite a joué pour le Canadien de Montréal. Donc ça, c'était vraiment impressionnant. En 1917, je crois pour des raisons de fond là, et la guerre, entre autres, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, il faut se rappeler là, quand même que ça a lieu durant toutes ces années-là. Ben oui, exact. Le hockey, c'est vraiment dit, on prend nos grosses décisions pendant les 2 premières guerres. Let's go, on y va. Donc, la Ligue nationale, ensuite, sans rover, donc qui a pris là où la ANH a laissé. Donc, 1917. 1929, donc la passe avant est permise. Ce qui devait faire du hockey franchement ennuyeux parce que, comme on le dit, le hockey est cloisonné. Le centre reste au centre et l'ailier reste à l'aile. Mais comment on fait ça quand il n'y a pas de passe avant? Exact. Ça devait être, tu sais, tu peux pas faire d'aiguillage. Écoute, ça devait être épouvantablement plate. Et je pense qu'encore aujourd'hui, il y a des règlements qui existent et qui changent pour, oui, la protection des joueurs, mais aussi pour favoriser le divertissement, dont le fameux 3 contre 3 en prolongation, par exemple. Tu sais. Exactement. Aussi à se rappeler qu'on était rendu, là, effectivement, à une formule de 5 contre 5. Donc, 6 joueurs sur la patinoire. On avait éliminé le rover. Oui, exactement. Bon, voilà. Ensuite, 1937, là, je me suis amusé. Le lancer frappé est intégré. Donc, pourquoi c'est intéressant que le lancer frappé soit intégré? C'est parce qu'il y a une dispute sur le lancer frappé qui est quand même très intéressante. Là, tout le monde s'est comme un peu arraché
Le, Qui l'a le, tiré, le- qui l'a popularisé, etc. oui, le prestige du lancer frappé, c'est Alex Shebeki qui l'a C'est Becky, techniquement d'accord. été le premier à le faire. Mais il y a plein de gens après, ouais, mais moi j'en faisais dans les pratiques, etc., etc. Mais ça a été vraiment popularisé par Boum Boum Geoffrion. D'ailleurs, son lancer était tellement dévastateur que dans les années 50, le Canadien avait tellement un bon avantage numérique qu'ils ont changé la règle pour que ça ne soit pas le 2 minutes complet qui existe, mais Oui, vraiment exact. si tu marques à 10 secondes, ben, l'avantage numérique est terminé. Le Canadien avait tellement un avantage numérique puissant en 1950 que ben là, à ce moment-là, ils ont enlevé la règle à cause de ça, entre Oui, autres. exact. Je ne sais pas à quoi ça ressemblerait aujourd'hui là, si on gardait l'avantage numérique complet. Je pense que c'est sûr qu'on se retrouverait dans des situations comme les Canadiens des années 50 avec les joueurs qu'on retrouve là, dans la LNH présentement. Là, avec tout le talent qu'il y a, c'est sûr que ce serait difficile. Exact. Fort probablement. Ensuite, bon, 1961, là, encore une fois, il y a une dispute sur la courbe, mais techniquement, ce serait un bâton brisé dans la bande qui a fait en sorte que Stan Mikita a réussi à envoyer la rondelle. Écoute, c'était devenu un placement de 3 points, là, tellement que ça a été un lancer qui était en haut. Un joueur qui est à peu près, là, Stan Mikita puis Bobby Hall à l'époque, c'est des joueurs qui étaient à peu près top 10, top 15, 20 pointeurs de la ligue. Et quand ils ont amené la courbe dans la game, Ouais, c'est devenu les gars top 5 de la ligue dans les buts et les passes. Fait que, ben mine de oui. rien, ça a changé l'aspect du hockey. 1963, on intègre le repêchage. 1972 à 79, la WHA existe. Donc, une ligue qui compétitionne la Ligue nationale, ce qui a d'ailleurs fait en sorte que Wayne Gretzky n'a jamais été repêché. Donc, Exact. ça, c'est quand même très. Il dit tout le temps, j'ai jamais été repêché, moi. Il dit ça aux jeunes, des fois, là, qui sortent pas Ouais. premier, mettons. Là, c'est juste ridicule parce que c'est contextuel, parce que tout le monde le savait évidemment que Wayne Gretzky est extraordinaire. Et d'ailleurs, la WHA ont des chandails absolument renversants. Donc, ça n'a pas pris longtemps, mais ils sont super excitants, les chandails. Puis, c'est aussi une ligue qui a favorisé aussi les conditions salariales des Ouais. joueurs et qui a fait en sorte que les clauses de contrat sont plus étoffées. Ça a été une ligue de développement, une ligue un peu expérimentale. On a retrouvé aussi les Jets de Winnipeg qui faisaient partie de l'Association mondiale de hockey où Bobby Hull a joué Les euh, Oilers. et qui a été entraîneur et joueur en même temps. Je ne sais pas si tu savais ça, mais ouais. Ça, c'est amusant quand même. Ouais. Oui, c'est ça. Donc ensuite, ben là, j'arrive au point qui moi, m'intéresse. Donc, encore aujourd'hui, le hockey ressemble un peu aux années 90 et un peu 80, mais surtout Wayne Gretzky, parce que Wayne Gretzky a amené des notions que les Russes avaient amenées, et ensuite, de manière individuelle, là, Gretzky le faisait, ce Ouais, qui a fait exact. le plus grand pointeur, selon moi, c'est qu'il a amené des notions qui n'existaient pas dans le hockey. Et ensuite, en 1995, le Russian Five, c'est la première fois qu'il y a 5 Russes qui arrivent dans la Ligue nationale, donc par un concours de circonstances, mais aussi par l'acharnement de Devellano, donc celui qui avait formé la dynastie des Islanders des années 80. Et ensuite, a fait le même principe avec Mike Ilitch et Scotty Bowman à Détroit. Donc, je vais vous parler en fait des notions là, avec exemple à l'appui. Donc, de ce qui fait qu'il en sorte qu'aujourd'hui, des joueurs vedettes ou même des joueurs très ordinaires ou même qui ont été des vedettes juniors intègrent ces notions-là et c'est ce qui fait que le hockey d'aujourd'hui est si différent. Ben oui, allons-y, on se lance. Donc, voici des exemples, entre autres avec Gretzky. Donc, la feinte de lancer, ensuite une passe. Donc, la feinte de lancer ou la feinte de passe, ce qui fait que le joueur se commet, on réussit à passer à travers le triangle du défenseur ou de l'attaquant adverse, et ensuite on envoie ça de l'autre côté. À l'époque, c'était pas comme ça. On jouait en corridor, on jouait en couloir, on dompait la rondelle, on amenait les rondelles au filet. Donc, ça, c'est un aspect que Gretzky faisait. On appelait ça la slip pass. Il a inventé la slip pass. Exactement. On aime ça. On aime les noms inventés, là, les styles de jeu différents, c'est drôle. Exact. Ensuite, on a le side change. Ça, c'est très intéressant. Le side change, c'est quand justement on fait à croire qu'on s'en va du côté gauche, on renvoie et on renverse le jeu. Donc là, tu as 2 side change. Donc, il amène Gretzky la notion d'horizontalité au hockey. Ouais, exact. Donc, les Ben, Russes le faisaient, mais pas dans la Ligue nationale. ouais, c'est ça, mais on discutait de ça là, hors d'onde, là, mais on amène un sens de verticalité dans l'horizontalité du jeu. C'était assez Exact. drôle, mais ouais, exactement. On le voit très bien aussi dans la séquence que tu viens de nous montrer. Là. Ça crée énormément de chaos dans une défensive. Et il y a le troisième point qui a amené, c'est le cutback. Donc, un virage brusque en entrée de zone. Donc, on voit qu'entre autres, le délai, là, le fameux délai en zone neutre, quand on revient sur soi-même, voilà, et Ouais, qu'on aide un partenaire. Donc, il a amené la notion de je suis plus rapide que les autres, j'ai la rondelle,
je fais une feinte, le défenseur se commet, je reviens sur moi-même, j'attends le support de mes ailiers, on crée un surnombre. Et ça n'existait pas avant lui. Là. Donc, c'est vraiment, vraiment fascinant. Et ensuite, ce que Gretzky fait, ça se fait aujourd'hui de manière collective et surtout en 1995. Donc, la somme, dont on va voir des extraits pendant que je parle, c'est qu'il a apporté la notion, là, les Russes ont apporté la notion du collectif. Donc, les 5 doivent toucher à la rondelle. Donc là, on voit, il y a pratiquement un cycling, mais même un cycling, c'est tellement facile qu'on se demande quasiment si ça devient la notion de cycling. Donc, les 5 doivent toucher à la rondelle. Donc, il y a un peu le côté communiste des Russes, de dire on travaille ensemble. En équipe. On doit tous contribuer. Exactement, 100%. Donc, ça favorise, ça privilégie en fait la possession de rondelle. Comment on peut se faire marquer quand c'est tout le temps nous qui avons la possession de la rondelle? Exact. Quand on a la possession de la rondelle, ça permet d'ajouter l'élément de créativité puis l'élément de vitesse. Et c'est aussi une manière de contrer les Russes, c'est qu'à l'époque, on faisait du man-to-man. Et là, on est passé à la couverture de zone. Donc, voilà. Oui, exactement. Une notion qui était complètement inconnue lorsque justement ces 5 Russes sont arrivés à Détroit, puis en fait, qui ont amené ce style de jeu-là dans la fin des années 90. On a une autre séquence justement ici. Là. Ben oui, exact. Donc, tout le monde touche à la rondelle. Oh, on fait une fin de lancer. Gretzky faisait ça, mais ça, c'est avant même que Gretzky soit dans la Ligue nationale. Donc, c'était vraiment l'idée de se créer de l'espace. Et c'est un jeu qui a fonctionné. Écoute, les ravages que l'équipe soviétique a fait au Team Canada et aux Canadiens de Montréal. Écoute, ils ont joué contre les Canadiens de Montréal et ils ont tous perdu les matchs. Là. Ah non, exact. Mais c'était des systèmes de jeu inconnus. On n'est pas prêt à couvrir. Le man-to-man est différent en défensive quand on protège. On fait une défensive de zone. C'est pas pareil du tout. Là. Et d'ailleurs, c'est eux qui avaient aussi inventé l'aiguillage. En aiguillant, comment tu veux faire du man-to-man? Exact. Les joueurs se croisent. Qui je prends, c'est devenu qui? Donc, il a créé beaucoup de chaos. Puis aujourd'hui, les grandes lignes de hockey intéressantes à regarder, là, les Stamkos, Point, Kucherov ensemble, par exemple, ils travaillent comme ces joueurs-là dans les années 70 travaillaient. Là. Ben oui, exactement. Écoute, Marc, merci beaucoup pour cette belle chronique de plan de match. On en a appris beaucoup. Ça va être en rattrapage sur notre site web, là, sur lebanc.ca, si vous êtes intéressé à. Si vous n'avez pas trop compris, vous voulez revenir à l'arrière, vous allez pouvoir trouver la chronique là, sur le site web.